Sera-t-il président de la République démocratique du Congo à seulement 36 ans? Quelles sont ses motivations? Quelle est sa singularité vis-à-vis des autres candidats? Si pour certains, il a le charisme, d'autres pensent que le monde politique lui est inconnu. Lui, c'est Seth Kikouni, candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain. Tout sur lui, c'est tout à l'heure et ici même. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au nouveau numéro du magazine État de la course, dont voici tout de suite le programme. De la première à la 35e minute, je m'entretiendrai avec l'invité. Et de la 35e à la 45e minute, il répondra aux questions de jeunes avec moi sur ce plateau. Pour commencer, vous allez nous parler de vous en quelques minutes. Qui est Seth Kikouni? Quel est le parcours de Seth Kikouni? Je suis entrepreneur. Je suis propriétaire d'une entreprise aujourd'hui multisectorielle qui s'appelle KMS Investment. J'ai créé cette entreprise en 2014 et j'emploie plusieurs jeunes qui travaillent avec moi. Nous sommes une équipe forte, nous sommes dans le domaine du textile, de la construction et puis des autres services. J'ai des actions ici sur place, mais aussi à l'étranger dans d'autres entreprises. Ça, c'est mon côté entrepreneurial. Je suis aussi fondateur d'une plateforme qui s'appelle actionnaire.cd, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi, ça entre aussi dans la catégorie du social. Avec actionnaire.cd, nous finançons les projets de jeunes entrepreneurs. Religieux. Des entrepreneurs généralement, mais nous nous concentrons beaucoup plus sur les jeunes qui ont des projets, qui ont des entreprises, mais qui n'ont pas de financement. Nous finançons ces projets-là pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs comme nous autres. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous venger de vieux. Une fois élu, vous vous occuperez plus de jeunes que de vieux. Non, pas du tout, ce n'est pas ça, mais il y a urgence parce que notre population, une grande partie est constituée de jeunes. Donc si nous arrivons à résoudre le problème de jeunes, nous aurons résolu beaucoup de problèmes en même temps. Donc il faut toujours privilégier la résolution d'un problème qui résout tous les autres problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle les jeunes sont notre priorité. Ce n'est pas que nous ne voulons pas faire quelque chose pour les vieux, mais déjà si on fait quelque chose pour leurs enfants, ça va profiter à tout le monde. Et voilà, c'est un peu cela notre logique, mais nous comptons travailler pour tout le monde. Avant de devenir entrepreneur, j'étais assistant à l'université, j'étais chercheur. Et quelle université? J'ai étudié dans 3 universités différentes. L'université d'Ankara, où j'ai fait ma licence en sciences politiques et relations internationales. J'étais boursier et j'ai fini avec de très bons points. Cela a poussé le gouvernement turc de me donner une autre bourse pour la maîtrise cette fois-ci. J'ai quitté l'université d'Ankara, la faculté des sciences politiques, pour l'université Galatasaray, où je me suis beaucoup plus concentré sur les relations internationales. D'abord, si j'ai fini ma maîtrise avec des points très élevés, on m'a accordé une autre bourse, cette fois-ci pour le doctorat. J'ai commencé mon doctorat dans la même université, mais je n'ai pas fini. Il y avait une offre en Afrique du Sud. J'ai décidé de rejoindre l'université de Pretoria. Cette fois-là, vous n'avez pas eu des bons points? Si, j'ai fini, je vous ai dit, la maîtrise avec des trop bons points. J'étais déjà doctorant quand j'ai quitté la Turquie pour l'Afrique du Sud. Okay. Donc c'était toujours pour raison d'études, mais cette fois-ci j'étais chercheur à l'université de Pretoria. L'offre était bonne, c'était un nouveau département. On cherchait des gens qui parlaient d'autres langues, en dehors du français et de l'anglais. Et puisque je parle aussi turc, je suis allé à l'université de l'Afrique du Sud, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai aussi la chance d'intégrer une entreprise multisectorielle en Afrique du Sud où j'ai travaillé comme directeur exécutif pendant 3 ans aussi. Et après l'Afrique du Sud, j'ai décidé de rentrer en République démocratique du Congo pour créer ma propre entreprise. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 2014, donc ça fait 5 ans maintenant que je suis rentré en République démocratique du Congo. Comment l'idée d'entrer en politique vous est-elle venue? Bon, moi je dis toujours à mon équipe que la politique doit être cette scène-là qui réunit le meilleur de la société. Parce que nous parlons de la gestion de la chose publique. Donc toute personne qui, déjà dans le privé,
développe certaines compétences, savoir-faire, qui accomplit des exploits, cette personne-là est déjà automatiquement candidat à occuper, il est déjà appelé à occuper des postes politiques qu'il faut, parce que la scène politique, c'est comme un sac vide qu'il faut remplir. Et il faut le remplir avec des gens compétents. Ces gens-là ne peuvent venir que du secteur privé. Et je viens du secteur privé, je suis meilleur dans mon domaine. Et c'est un appel. C'est aussi un appel qui est motivé par les frustrations que nous vivons tous. Hein. Donc le pays va mal. Et nous constatons tous qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais les gens qui nous dirigent n'arrivent pas à nous orienter vers la bonne direction. Et toutes ces frustrations-là motivent une personne à intervenir. C'est un appel, un devoir citoyen. Intervenir pour mieux faire les choses. Déjà dans notre slogan, nous avons dit « Unis, nous ferons mieux ». Nous voulons mieux faire. Et c'est parti de cette frustration. La troisième chose, je suis enfant de fonctionnaire. J'ai grandi dans les années 90. C'est des années quand même difficiles. Aujourd'hui, dans ces pays, si chaque fois qu'il y a un problème dans le domaine politique, ça affecte d'abord les fonctionnaires et leurs enfants. Donc j'ai grandi dans les années 90, mon père était fonctionnaire, ma mère, tous mes frères et sœurs, toute ma famille, nous n'avons que des fonctionnaires. Donc j'ai vécu une adolescence sacrifiée. Papa était impayé, c'était vraiment difficile. Nous avons vécu toutes les misères et cela m'a poussé à aussi étudier la politique pour revenir servir mon pays un jour. J'ai accompli ce rêve-là, aujourd'hui je me sens prêt pour servir. Tout homme de votre âge pense croquer la vie à belles dents et c'est l'opportunité, l'occasion, le temps même que vous choisissez pour endosser une grande responsabilité, la responsabilité de diriger 80 millions de personnes. Vous vous sentez prêt à remplir cette tâche-là? Je me sens prêt. Écoutez, quand vous dites 36 ans, c'est très jeune chez nous. Je ne sais pas ce que vous voulez exactement dire. Parce que nous avons au Congo une espérance de vie, je crois, de 49 ans pour les hommes et de 53 ans pour les femmes. Hein. Donc à 36 ans déjà, vous êtes trop vieux. Et vous êtes le plus jeune, voilà pourquoi. Oui, le plus jeune, oui, mais déjà 36 ans, c'est quand même trop pour moi. Lorsqu'on regarde notre histoire, vous verrez que les gens qui se sont vraiment battus pour ce pays, les gens comme Lumumba et ses amis, étaient moins âgés que moi quand ils sont battus pour l'indépendance, par exemple. Donc notre pays doit beaucoup à la jeunesse. Mais aussi, j'ai fait partie de ces gens-là qui pensent que dans un pays comme le nôtre, où il y a un très grand nombre de jeunes, c'est très important de prendre aussi sa retraite tôt. Donc j'aimerais bien prendre ma retraite à 50 ans, donc je décide de me lancer 14 ans plus tôt pour mieux servir. Parce que l'État, c'est une machine très compliquée, très complexe. Vous avez besoin de l'énergie, de la jeunesse, de toutes les facultés mentales pour très bien gérer cette entreprise-là. Vous n'êtes pas en train de confondre politique et affaires parce que vous êtes un brillant homme d'affaires. Vous avez idée de ce que représente la scène politique? Oui, moi je suis convaincu que l'État, la République démocratique du Congo doit être désormais géré comme une entreprise. Parce que la plupart de nos problèmes sont d'ordre économique. Et aussi longtemps que nous échouerons l'examen économique, nous ne serons pas en mesure de résoudre d'autres problèmes. Donc moi j'interviens en tant qu'entrepreneur parce que je l'ai dit clairement, moi je veux gérer la République démocratique du Congo comme une entreprise, comme on gère un business. Et c'est comme ça que nous allons nous développer. Nous sommes fatigués des discours politiciens. Nous avons beaucoup de politiciens, des gens qui ont fait des sciences sociales comme moi, mais qui sont forts en discours, en démagogie, mais sur le plan pratique, ils sont incapables de produire des résultats. Et nous avons besoin de gens comme moi qui produisent des résultats. Moi, dans ma vie privée, déjà, je produis des résultats. Je suis parti de zéro pour créer une grande entreprise. C'est un exploit. Des gens comme moi, ils ne sont pas nombreux en République démocratique du Congo. Donc, nous avons besoin de gens pratiques. Et je crois que je suis l'un des meilleurs candidats dans ce sens-là. Et aujourd'hui, si votre rêve venait à se réaliser, quel est le premier geste que vous poserez en tant que président? Bon, dans notre projet de société, nous avons parlé de mesures que nous prendrons les 100 premiers jours. Je crois que nous allons rester dans cette logique-là. Par exemple,
prohiber le culte de personnalité que nous considérons aujourd'hui comme problème sérieux, comme un cancer qui détruit notre pays. Ici, quand je parle de culte de personnalité, c'est vrai que nous le voyons sur la scène politique, mais c'est presque à tous les niveaux. Hein. Il suffit pour vous d'aller vous mettre quelque part dans la cité, prendre quelque chose, aller voir comment est-ce que les jeunes se réduisent pour louer d'autres personnes, pour adorer des êtres humains. J'aimerais bien abolir le culte de personnalité et j'aimerais bien faire de la date du 2 août le jour de la commémoration du génocide congolais, parce que c'est important. Nous avons perdu 8 millions de Congolais les 20 dernières années. Personne n'en parle. Pourquoi le choix de cette date? Parce que la guerre du 2 août a commencé ce jour-là, la deuxième guerre, parce que la guerre du AFDEL, de l'AFDEL aussi a causé beaucoup de dégâts pour nous, mais je suis de ceux-là qui pensent que la guerre du 2 août était une guerre très inutile, déjà. Et ça a ouvert la voie justement à plusieurs massacres, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Les massacres que nous avons jusqu'aujourd'hui sont en réalité les conséquences de cette deuxième guerre-là. Je ne dis pas que la guerre de l'AFDEL n'a pas causé des dégâts. Oui, ça a aussi ouvert la porte, mais la guerre du 2 août est venue empirer un peu la situation. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir cette date-là. Et puis, les autres dates, comme la victoire de l'AFDEL et tout, ce sont déjà des dates que nous commémorons aujourd'hui. Donc, le 2 août, la date qui a déclenché la plus grande guerre, la plus longue guerre, passe toujours inaperçue. J'aimerais bien que toute la République, tout le monde puisse s'arrêter ce jour-là pour penser à ces gens-là que moi j'appelle martyrs. Ils sont morts à cause des horreurs de nos politiciens. Il faut qu'en tant que peuple, nous puissions désormais nous arrêter, nous regarder face à face et jurer de ne plus commettre ces erreurs-là. C'est très important pour nous. Le Rwanda aujourd'hui célèbre son génocide, mais ils n'ont perdu que 800 000 personnes. Donc nous avons perdu 8 millions. Et c'est inacceptable qu'on ne puisse pas s'arrêter pour commémorer ces gens-là. Vous avez parlé du culte de personnalité et vous avez dit qu'il est à tous les niveaux. Comment comptez-vous vous y prendre pour éradiquer ce phénomène? Écoutez, nous allons commencer par adopter des lois qui interdisent le culte de personnalité. D'abord du chef de l'État et de tout autre politicien. Ensuite, nous voulons... Pour les hommes de la rue, vous allez en faire une infraction? Bon, écoutez, nous allons étudier les mécanismes pour voir comment est-ce que nous allons arrêter ces fléaux-là. Mais je crois que déjà, si nous arrivons à résoudre ce problème-là au niveau politique, cela va, d'une certaine manière, atteindre aussi le bas niveau. C'est important, mais nous allons commencer au niveau politique. C'est parce que c'est là qu'il y a d'abord un grand problème. Nous allons commencer par là, et puis nous allons attaquer le bas niveau. Mais je crois que le jeune de la rue qui entre dans le culte de personnalité a beaucoup plus de problèmes économiques. Parce que c'est ce que nous appelons matolo en lingala. Ils font ça pour que son interlocuteur... Et les politiques qui le font pourquoi? Ils le font pour les mêmes raisons, mais seulement ils mettent des cravates. Hein. Parfois, c'est très difficile de faire la différence, mais ils le font pour les mêmes raisons, pour avoir des postes et tout. Est-ce que vous pensez que vous seriez en mesure de faire changer de mentalité à ces hommes de la rue? Les hommes de la rue, changer la mentalité des hommes de la rue, c'est quand même un projet à moyen et long terme. Parce que j'ai fait partie de ceux-là qui pensent que pour changer la mentalité des jeunes, il faut d'abord changer leurs conditions matérielles. Ils le font parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de la nourriture, ils souffrent et tout. Donc il y a un lien intrinsèque entre infrastructure qui représente les conditions matérielles et la superstructure qui est cette façon-là de penser. Donc si vous demandez à quelqu'un qui a très faim, quelle est la meilleure chose au monde, il vous dira que c'est la nourriture. S'il a très froid, il vous dira que c'est la chaleur. Donc il faut d'abord changer ces conditions-là avant de changer leur façon de penser. Donc c'est un projet à moyen et long terme, mais pour les politiciens, il suffit de mettre sur pied certaines lois et renforcer ces lois-là, les mettre en pratique pour arriver à avoir ces changements-là et nous allons les faire les 100 premiers jours.
Vous proposez de construire une nouvelle capitale dans le contexte actuel. Cela serait-il une urgence? Pourquoi ne pas élaborer un plan de modernisation et d'assainissement de la ville telle qu'elle est aujourd'hui? Écoutez, le Congo est très grand. Aujourd'hui, c'est vrai que Kinshasa est une belle ville, c'est une grande ville, mais moi je suis d'avis qu'il faut maintenant faire la part de choses. On doit prendre l'administration et puis la déplacer dans une nouvelle ville. Et ça va prendre combien de temps le déplacement de cette administration? Non, écoutez, nous allons étudier toute cette faisabilité-là, mais le plus important est que le Congo est très grand. Lorsque vous regardez aussi l'emplacement géographique de Kinshasa, c'est éloigné de toutes les autres provinces. Si vous voulez une modernisation complète du pays, si vous voulez que toutes les provinces puissent se développer au même rythme, vous avez besoin, à mon avis, de placer la capitale quelque part au milieu. Il faut que la distance entre toutes les provinces puisse être proportionnelle. Là, vous allez créer une infrastructure qui relie la capitale à toutes les villes. C'est important pour moi. Il y a aussi cette raison-là qui me pousse à envisager le déplacement de la capitale. D'ailleurs, dans le projet avant l'indépendance, les gens qui nous ont colonisés envisageaient mettre la capitale quelque part au milieu de la République démocratique du Congo. Donc c'est en dernière minute qu'ils ont choisi Kinshasa comme capitale. Donc c'est possible de mettre sur pied ce projet-là qui va permettre une industrialisation beaucoup plus rapide de la République démocratique du Congo. Vous attendez d'abord d'être élu pour mettre sur pied un plan d'élaboration de construction de la ville ailleurs, ou vous avez déjà un plan sur pied qui parle de ça? Non, nous avons proposé, mais après, lorsque vous devenez dirigeant, il faut faire une étude de faisabilité. Mais je suis convaincu que c'est possible. C'est vrai que ça peut prendre 5 ans, 10 ans, la construction d'une nouvelle capitale, mais c'est possible déjà de commencer ces travaux-là. On a vu comment est-ce que le Sénégal a décentralisé la capitale. Donc, ils ont pris les administrations, ils ont décidé de les reconstruire dans les périphéries de Dakar. On a vu comment est-ce que le Brésil a déplacé sa capitale. J'ai été au Nigeria. Lorsque vous allez à Abuja, vous êtes surpris. Vous avez l'impression d'entrer dans l'une des capitales occidentales. Ils ont très bien construit leur capitale parce qu'ils ont laissé Lagos, qui était devenu pratiquement comme Kinshasa, et ont décidé de créer une autre capitale. Donc c'est possible. Et lorsque vous regardez l'emplacement de toutes ces capitales dans d'autres pays, vous verrez que c'est presque au milieu du pays pour faciliter aussi cette industrialisation-là. Le mal du Congo, pour l'instant, d'après vous, est assez profond. Vous ne pensez pas que c'est assez ambitieux de commencer par la construction d'une ville au lieu de penser autre chose? Penser donner de l'emploi aux jeunes, penser aux fonctionnaires qui sont en pays comme c'était le cas de votre père il y a 20 ans passés? Non, écoutez, le déplacement de la capitale ne se trouve pas dans notre plan d'action d'urgence, non. C'était un tweet, je voulais ouvrir un débat là-dessus. Et ça a créé le buzz, l'engouement, tout le monde voulait contribuer, tout le monde a donné son avis. Donc ça ne se trouve pas dans notre projet de société. Oui, je sais. Donc c'est quelque chose que nous allons évaluer et puis envisager. Vous savez, l'un des plus grands problèmes avec Kinshasa aujourd'hui est qu'il y a eu une transformation urbaine qui n'a pas été gérée par la ville. Nous avons raté ce tournant-là parce que il y a eu des gens qui sont venus avec un peu de capitaux, qui ont racheté les anciennes maisons, qui ont commencé à construire. Ils ont construit de belles maisons, mais en désordre. Donc, si notre gouvernement pouvait saisir cette occasion-là pour tout réguler, nous aurions une capitale différente de celle que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons raté ce tournant-là, cette transformation-là urbaine. Raison pour laquelle il est temps pour nous d'envisager déplacer la capitale. Mais parmi nos priorités, justement, il y a lutter contre le chômage. Déjà, c'est la priorité de priorité dans notre projet de société. Il y a l'amélioration des conditions de salaire, des conditions de vie de nos fonctionnaires et des agents de l'État. Nous pensons à toutes ces catégories-là et la première année, nous allons d'abord travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'on parle de la première année, 137 projets et 12 milliards de dollars pour les 12 premiers mois.
une somme mirobolante. Je me pose la question de savoir si ce n'est pas la mode, parce que tous les candidats nous sortent de budgets assez costauds. D'où allez-vous tirer ce pactole? En République démocratique du Congo, je ne sais pas si vous avez cette information, mais nous n'avons que 177 000 contribuables. C'est peu pour un pays vaste comme le nôtre. Cela veut dire qu'une grande partie, peut-être plus de 70% de notre économie se trouve dans l'informel. Donc le plus grand travail de l'État à ce niveau doit consister à élargir l'assiette fiscale pour récolter beaucoup plus de rentrées fiscales. C'est très important. Donc quand on parle de 12 milliards, on parle de ces mécanismes-là qui va permettre à l'État d'ouvrir ses bras pour récolter beaucoup plus d'argent. Et c'est possible. Notre budget est très dynamique. L'année passée, on était à 4 milliards. Cette année, nous sommes presque à 6 milliards, mais avant, on était à 7 milliards. Et en tant qu'entrepreneur, je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup de recettes qui échappent à l'État. Donc 12 milliards, là, c'est le minimum que nous prévoyons pour la première année. Et je suis très réaliste. En proposant ces 12 milliards, j'ai essayé d'être le plus réaliste possible. Parce que lorsque je deviendrai président, bien sûr, vous n'allez pas maîtriser le tout la première année. Donc il nous faut créer des mécanismes de contrôle pour éviter la corruption, pour canaliser tout ce que les agents récoltent auprès des contribuables vers le trésor public. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de ces 12 milliards-là. Mais c'est le minimum, c'est même possible d'aller au-delà de ces 12 milliards. Quelle est votre position vis-à-vis de la candidature unique de l'opposition? Bon, c'est vrai que ce n'est pas le plus urgent pour l'instant parce qu'on a d'autres problèmes, comme la machine à voter, le fichier électoral, l'impératif d'avoir les élections le 23 décembre. Après, peut-être tous les autres candidats, nous pourrons nous réunir sur une même table pour en parler. Mais c'est une bonne idée. C'est une idée qui a ses avantages et ses désavantages. Quels sont les désavantages, par exemple? Bon, il y a quelque chose que nous dénonçons toujours, hein, le partage de pouvoir qui vient après ces genres d'union. Parce que quand les gens décident de soutenir quelqu'un, ils s'attendent à ce que cette personne-là, une fois qu'il sera élu, puisse de leur accorder certains avantages, des ministères, de postes dans les entreprises publiques, etc. L'avantage, c'est le ministère où on vise les avantages du peuple? Non, ça, oui, justement, dans ces cas-là, nous ne parlerons pas forcément de l'intérêt général. Parce que ces gens-là, une fois qu'ils sont à la tête de ces ministères-là, ils vont d'abord chercher à s'enrichir. Qui sont ces gens? Leurs compères opposants? Non, écoutez, les gens, ici nous parlons de candidats présidents de la République qui ont des partis politiques, qui ont des ambitions. Oui. Et c'est tout à fait... il faut s'attendre à ce que ces gens-là, une fois à la tête des ministères, puissent chercher à s'enrichir. Parce que la personne qu'il va soutenir, il va le soutenir pour gagner les élections. Mais en réalité, cette personne-là, politiquement par là, c'est son rival politique. Donc, il cherchera à tout prix à s'enrichir aussi pour être en mesure, dans les prochaines élections, de battre cette même personne-là. S'il y a élection, s'ils ne s'entendent plus. Donc, comprenez qu'ils vont chercher à s'enrichir. C'est un problème. C'est une réalité qu'il faut qu'on mette sur la table. Il faut qu'on en parle. Bon, il y a aussi des avantages. Hein. Quels sont les avantages? Par exemple, aujourd'hui, nous avons le FCC qui a créé un Léviathan, ces monstres-là, et qui a avalé plusieurs partis politiques pour gagner les élections. Battre le FCC, certainement, c'est cela la logique de l'opposition aujourd'hui, exige à ce que nous puissions venir ensemble et puis essayer de le battre. Écoutez, c'est un peu comme Goliath, hein, qu'une partie a fait sortir et qui défie tout le monde. Et il faut quelqu'un pour le renverser. Même si on est tous d'accord que pour renverser Goliath, vous n'avez pas forcément besoin d'un autre Goliath. David a renversé Goliath. Donc quand on parle de candidature unique, cela ne veut pas forcément dire que moi je vais désister ou encore m'aligner derrière notre candidat. Je peux aussi les convaincre à s'aligner derrière moi, parce que j'ai un profil quand même rassembleur et puis particulier. Je suis jeune. Au cas où il y a quelqu'un qui vous présenterait un profil
qui est plus élevé, plus coté que les vôtres, vous vous retireriez facilement? Nous allons discuter parce qu'il y a des critères qu'il faut prendre en considération. S'il me convainc, s'il me bat dans le débat que nous allons faire en interne ou publiquement, pourquoi pas? C'est l'intérêt général qui est le plus important à ce moment. Quel est votre point de vue sur la machine à voter? Je suis contre la machine à voter. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première raison est d'ordre légal. C'est interdit, donc la loi ne l'autorise pas. C'est une loi qui a été élaborée par la CENI et puis approuvée par l'Assemblée nationale. Alors je suis pour le fait que nous devons apprendre à respecter nos lois. C'est la moindre des choses. Déjà en tant que candidat, j'aimerais montrer cet exemple-là. Respectons nos lois. Nous avons des très bonnes lois dans le pays, mais nous ne les respectons pas. Et je ne pense pas que vous voudrez aussi voter pour un candidat qui déjà en tant que candidat viole les lois. Parce que si aujourd'hui je viole déjà les lois, imaginez ce que je ferai demain en tant que dirigeant de ce pays. Donc c'est un problème qu'il faut d'abord résoudre. La CENI doit reconnaître que cette machine n'est pas légale, que ce n'est pas prévu par la loi, et nous allons avancer. Si elle venait à le reconnaître... Le deuxième problème, pardon? Si elle venait à reconnaître que la machine à voter n'est pas légale. Permettez-moi d'abord de donner la deuxième raison, et puis nous allons revenir à cette question-là. La deuxième raison, j'ai quand même essayé de fouiller. Il y a aussi plusieurs problèmes d'ordre technique par rapport à la machine. Il y a beaucoup de contradictions de la part de la CENI, beaucoup de confusion. Déjà au départ, ils ont parlé de machines. Aujourd'hui, ils parlent d'imprimantes. Ils parlent de machines qu'ils peuvent réduire à une imprimante. Ils peuvent supprimer certaines fonctions. Alors là, on comprend que voilà, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas déjà eux-mêmes. Le deuxième point, c'est... Moi, j'étais à la CENI pour contrôler ces machines-là, vérifier. Les machines viennent dans des valises qui contiennent des bulletins. Ça, on ne vous le dit pas à vous, journalistes, le peuple n'est pas informé, mais chaque valise contient déjà 660 bulletins à l'intérieur. Imaginez qu'il y a 106 000 valises. Si vous faites un petit calcul, vous allez réaliser que 106 000 fois 660, c'est au-delà de 70 millions de bulletins. On a 40 millions d'électeurs et tout le monde n'ira pas voter. Pourquoi faire venir plus de 70 millions de bulletins pour un électorat de 40 millions? Quelle est votre intention? Et puis, le président de la CENI nous a dit que voilà, ils vont utiliser la machine comme une imprimante, mais le dépouillement sera manuel. Mais entre-temps, il nous dit que l'élection aura lieu le 23, mais on connaîtra le vainqueur le 25. Par quel mécanisme il le fera? Il n'y a que la machine qui peut faire un comptage si rapide. Donc cela prouve que voilà, le pouvoir, la CENI cache beaucoup de choses derrière ces machines. On peut aller avec des techniciens, on peut contrôler ces machines-là, mais il y a des choses que nous ne serons pas en mesure de résoudre à ces points. Parce qu'on peut partir même avec des tournevis, ouvrir quelques machines, mais il va nous donner seulement des échantillons. On a 106 000 machines, on n'aura pas le temps de contrôler toutes ces machines-là. Donc nous sommes désormais convaincus qu'il y a une tricherie qui se prépare. Donc même le côté technique aussi pose problème. Donc la machine ne passe pas non plus cet examen-là technique. Aristote Chikunga, à toi la parole. Aujourd'hui, il y a des cas qui sont avérés, des blanchiments des capitaux, mais on n'en fait rien. On voit le magistrat, on peut dire son salaire ne peut pas aller au-delà de 1 000 $, mais leur train de vie, ils roulent carrosse. Il y a un général, bon, je ne citerai pas ceux qui font des management dans les différentes associations, les clubs de football, les consorts, voire même des entreprises. Mais ils mènent des vies qui sont enclines à déceler, n'est-ce pas, cet état de blanchiment des capitaux, de l'inefficacité des dispositifs en place. Et comment ça ne marche pas? Et je ne sais pas comment attendez-vous vous employer quant à ce. Merci. Là, écoutez, nous allons prendre les mesures nécessaires pour mettre ces lois-là en application. Je l'ai dit au début de l'émission qu'au Congo, on n'a pas vraiment un problème de loi. Nous avons de bonnes lois, mais elles ne sont pas mises en application, justement. C'est que vous dénoncez pratiquement. Et lorsque vous lisez notre projet de société, vous allez voir que nous avons parlé du détournement des deniers publics, que nous avons élevé au niveau de crimes de haute trahison.
crime de haute trahison, c'est un crime réservé seulement au président de la République. Mais nous avons aussi, nous voulons élargir ces crimes-là pour les agents de l'État, les gens qui travaillent aussi dans l'État, donc qui détournent. Ici à Kinshasa, c'est facile de repérer ces gens-là, mais vous avez besoin d'un leader, d'un président qui est prêt de punir ces gens-là, de prendre des décisions qui vont décourager les autres personnes à emprunter la même démarche. Aujourd'hui, on le voit. Ce sont les directeurs de la Banque centrale, les directeurs des institutions, des entreprises publiques qui construisent les immeubles dans la cité. On sait tout ce qui est le propriétaire, mais on sait qu'avec son salaire normal, il ne pourra pas acheter tous ces biens-là. Nous avons un président, M. Seth. Comment allez-vous faire concrètement? Vous allez commencer par où et en quoi? D'abord, la priorité, c'est numériser notre système. Nous voulons rendre transparent la chaîne des dépenses. Et l'argent, voire le citoyen doit être en mesure de voir comment est-ce que l'argent quitte les contribuables pour le trésor public. Une fois que nous numérisons les systèmes et que le citoyen normal, ordinaire, sait voir combien est-ce que l'État arrive à récolter, ça sera déjà un pas, parce qu'ils pourront aussi contrôler la chaîne des dépenses. Qui dépense quoi, sur quoi il a dépensé cela et comment est-ce qu'il a dépensé cela. Nous allons commencer par là. Nous allons créer des mécanismes forts en collaboration avec la société civile pour contrôler comment est-ce que cet argent-là est dépensé. Nous allons d'abord commencer par là parce que comprenez que la première année, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Il faut choisir ses batailles, il faut choisir ses priorités. Une fois que nous arrivons à résoudre ce problème-là de numérisation de notre système, nous allons passer à la prochaine étape qui consistera pratiquement à chasser ces sorciers-là, à la chasse aux sorciers qui détournent l'argent de l'État. Parce qu'une fois que vous détournez 1 million, 2 millions de dollars, vous condamnez plusieurs Congolais à la mort pratiquement. Vous êtes un criminel. Donc ces gens-là doivent être punis sévèrement parce que ils remettent en cause les principes qui fondent notre État. C'est-à-dire, en bref, vous allez activer le régime répressif. Même les sanctions seront dorénavant applicables, parce que les sanctions ne suivent pas. Oui, bien sûr. Déjà, quand on parle de crimes de haute trahison, ça ouvre la voie à la peine de mort. Hein. Et dans notre projet de société, nous avons aussi prévu la peine capitale pour certains crimes. En tout cas, comme j'ai dit, détourner l'argent de l'État vous fait de vous un criminel parce que vous condamnez beaucoup de Congolais à la mort, parce qu'il y en a qui manquent même $1 pour se nourrir, pendant que toi tu prends 1 million du contribuable pour épouser une deuxième femme, acheter plusieurs maisons et ça, ils doivent être punis sévèrement. Nous le ferons, nous le ferons. On va passer à Jerry Kapambou. Oui, j'apprécie votre courage de pousser la jeunesse à être devant ses responsabilités pour un avenir meilleur. Mais il se pose un petit problème, M. Seth. Vous êtes jeune et la jeunesse symbolise le dynamisme. En venant sur ce plateau, je racontais des amis, je leur ai dit, je pars voir M. Seth. Ils m'ont posé la question, Seth est qui? Pourquoi auprès de l'opinion publique, M. Seth Kekuni est inconnu et invisible? Bon, déjà que je ne suis pas si invisible que ça. Il y a des gens qui me connaissent, beaucoup de gens déjà. Et nous travaillons chaque jour pour être connus. Comprenez que j'ai déposé ma candidature le 28 juillet. Et en 2 mois, 3 mois, c'est normal, parce que nous ne sommes pas en campagne. Hein. C'est normal qu'on puisse faire attention et puis aller au rythme de la CENI, qui ne veut pas qu'on puisse faire campagne avant la campagne. Mais nous travaillons, nous ciblons des gens qui, au moment venu, vont parler de nous très rapidement. Ils vont faire le porte-à-porte s'il le faut. Pour l'instant, on fait de notre mieux pour passer dans les médias, on descend sur le terrain, on parle avec ces jeunes-là que nous avons ciblés
qui vont faire le travail après. Donc je ne dis pas que je suis connu par tous, mais on travaille dur pour être connu. Ok. Vous nous avez dit ici que vous êtes entrepreneur et vous êtes levé pour devenir président de la République parce que vous avez constaté qu'il y a un non-État. Étant entrepreneur, qu'avez-vous subi comme problème avec ce gouvernement? Déjà, c'est lancé dans un tel environnement, c'est très difficile. Concrètement? Concrètement, il y a instabilité. J'ai des boutiques, j'ai des magasins, j'ai des points de vente. Mais ça fait 2 ans que je veux créer une industrie. Donc, ici sur place, parce que j'ai déjà la capacité industrielle, sauf que je ne produis pas ici. J'ai des parts aussi dans d'autres entreprises ailleurs. Je voulais tout faire ici, mais ça fait 2 ans que nous attendons par exemple les élections qui ne viennent pas. Et dans un tel climat, c'est impossible d'investir beaucoup d'argent dans un domaine quelconque. Il y a des investisseurs qui ne savent pas venir parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait élection, qu'il y ait stabilité. C'est un problème. À mon époque, il y avait encore beaucoup de tracasseries administratives pour ouvrir une entreprise, pour travailler. J'ai connu ces problèmes-là au niveau pratique. C'était difficile de trouver des financements qu'il fallait. J'avais un peu de part. Bien sûr, même quand on a un peu de part, on a toujours besoin de financement extérieur pour mieux faire les choses. Mais c'était presque impossible d'avoir ces financements-là avec le système, les circuits financiers que nous avons ici sur place. Ce sont des banques qui appartiennent aux étrangers et puis leurs exigences. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'était vraiment compliqué. Donc, tous ces problèmes-là sont des problèmes réels que tous les autres entrepreneurs expérimentent aujourd'hui. Et voilà. Si c'était un programme sur l'entrepreneuriat, j'allais parler de beaucoup plus de détails, mais voilà les grandes lignes. Et merci beaucoup. Donc, vous avez subi des problèmes avec ce gouvernement dont vous voulez combattre. Mais en vous suivant, quand Mme Clarisse vous a posé la question concernant le FCC, vous avez loué le FCC en le surnommant de Léviathan. Quand je fais les calculs des partis politiques qui sont au FCC et ceux qui se réunissent à l'opposition, je crois qu'il y a égalité, M. Seth. Pourquoi le FCC c'est un Léviathan et l'autre c'est David? Un Léviathan c'est un monstre, non? Oui, en politique les monstres gagnent toujours. Non, mais écoutez, non, ce n'est pas que le monstre gagne toujours, parce que en sciences politiques, quand on parle de Léviathan, on parle de ce monstre-là qui avale tout. Mais quel est l'avenir de ce monstre-là? Il n'y a pas encore d'élection, donc il peut déjà avaler tout. Oui, mais c'est là la réalité. Nous avons en face de nous un monstre, un Léviathan qui a avalé plusieurs choses. Il n'y a pas, Monsieur Seth, il n'y a pas encore eu des élections. Non, mais vous dites qu'aux élections, il y aurait un Léviathan. Vous ne donnez pas une position? Écoutez, il ne faut pas minimiser son adversaire. Si vous voulez battre votre adversaire, il ne faut pas d'abord le minimiser. Et pourquoi vous minimisez? Il faut être conscient. Non, je ne minimise pas. Nous sommes plus nombreux. 2 poids 2 mesures. Écoutez, déjà moi... Non. Léviathan, l'autre est David. Non. J'ai dit, moi, Seth, je suis David. Je l'ai bien dit. Pour battre un Léviathan, vous n'avez pas forcément besoin d'un autre Léviathan. David aussi peut le battre. N'est-ce pas ce que je dis? Donc là, je parlais de moi. On va avoir une légende de David. Forcément. David. Vous savez, ce jour-là, tout Israël était assis pendant des jours. Ils n'avaient pas la solution. David était venu, il a vu, il a dit, mais c'est lui qui vous fait peur. Moi, je vais le descendre. Et puis on lui avait posé des questions, comme les gens me posent des questions aujourd'hui. Tu vas le descendre, mais toi, ton passé, tu es qui? Tu as fait quoi? Il a commencé à raconter comme moi. Un jour, un lion était venu, je l'ai tué, un ours était venu. C'est ce que je vous raconte aussi. Je suis entrepreneur, j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup d'exploits. Et je suis convaincu que je peux reproduire la même chose au niveau de l'État. Parce que, M. Seth, je vous dis ce que les gens se disent dans la rue, vous êtes de la majorité. Qu'en dites-vous? Non, je ne suis pas de la majorité. Pourquoi je serais de la majorité? Vous êtes le candidat du Maniema. Non, écoutez. Pour étouffer Matata Pogno. Étouffer Matata Pogno pour l'avantage de qui? Parce que Chadari aussi est du Maniema. Les avantages, on va les savoir après les élections. Non. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre 2 personnes de la même province,
pour qu'il se complète. Je suis candidat président, M. Chadari est candidat président. Donc comprenez que même dans le Maniema, M. Chadari n'aura pas toutes les voix. Donc en ce moment-là, je suis en train de combattre Chadari. Là, je ne parle pas seulement du Maniema. Dans le nord, Kivu n'aura pas toutes les voix. Dans le sud, Kivu n'aura pas toutes les voix. Et dans les autres provinces de l'Est. Parce que mon papa était du Maniema, maman est du Bas-Congo. Et j'ai tous ces avantages-là. Pourquoi est-ce que les gens pensaient que je suis du FCC, même s'ils ne pensent plus? La réalité est que quand j'avais déposé la candidature, vu que j'étais le premier, les gens étaient choqués, vu mon âge. Où est-ce qu'un jeune de cet âge peut trouver 100 000 $? Au fait, c'était... les jeunes parlaient d'eux-mêmes, au fait. Moi, j'ai vu ça comme la preuve que le pays va mal. Le pays va vraiment mal. Quand on s'étonne, quand on est choqué, on n'arrive pas à croire qu'un jeune de 36 ans peut avoir 100 000 $, ça prouve vraiment que le pays va mal. Et je veux me battre justement pour... qu'en République démocratique du Congo, les jeunes de 30 ans puissent économiser $1 million s'ils le veulent. Parce que c'est triste, en fait, on a un jeune qui a presque le même âge que moi, mais qui vaut 36 milliards $. 36 milliards $, il est jeune. Donc le pays va mal et le jeune n'arrive simplement pas à croire qu'un jeune de 36 ans peut avoir 100 000 $ comme caution pour les élections présidentielles. Mais croyez-moi, il y a de jeunes Congolais dans le secteur privé qui se battent et qui gagnent beaucoup d'argent. Pas seulement qui gagnent beaucoup d'argent, il y a des jeunes qui travaillent dur, mais qui n'arrivent pas à se faire autant d'argent. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas dur, mais les conditions sont telles qu'elles sont et ils n'arrivent pas à se faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous ne vous étonnez pas quand un Libanais, un Indien vient et on vous dit que voilà, il est devenu l'année passée, après une année, il est devenu millionnaire, ça ne vous étonne pas. Pourquoi est-ce que quand on dit que voilà, un jeune Congolais a réussi, on cherche toujours une main invisible derrière ce jeune-là? On doit dépasser cela. Il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui réussissent et ils sont Congolais. Donc l'objectif était aussi de présenter ce profil de ce jeune Congolais-là compétent. Je suis compétent, je travaille et heureusement, j'arrive aussi à me faire de l'argent à partir de mon travail. Je ne dis pas que le jeune ne travaille pas, là j'insiste, il y a des jeunes qui travaillent dur, mais justement, ils n'arrivent pas à se faire autant d'argent. On va passer à Jos rapidement, on n'a plus que... Merci beaucoup Madame Clarisse, c'est Jos Kalinga, présentateur d'une émission de droit ici à Numérica Télévision. Alors ma première question, messieurs, c'est, vous pensez qu'être jeune, 36 ans, suffit pour avoir confiance de la population ou voire même de pairs de l'opposition? Première des questions, parce que déjà, avant vous, nous avons eu de plus jeunes que vous, et aujourd'hui, vous êtes en train de présenter notre pays comme étant un État. Pourquoi est-ce que vous continuez à vous vanter de votre âge pour qu'on fasse confiance, on vous fasse confiance? Deuxième question, nous allons parler sur le domaine de la justice. Pour vous, une fois élu président de la République, quelles seront les 5 premières mesures que vous pouviez prendre pour remédier à ce problème? Et certains penseurs disent même que les pouvoirs judiciaires étaient inféodés par le pouvoir exécutif. Pour vous, quelle est la mesure à prendre pour remédier à cette situation? Écoutez, déjà, je crois que depuis que je suis ici, je n'ai pas parlé de ma jeunesse. Hein. C'est venu de vous, hein? Jeune, plus jeune. J'ai même essayé de vous convaincre que voilà, à 36 ans, je me sens vieux, vu l'espérance de vie en République démocratique du Congo. On peut faire confiance parce que vous êtes jeune. Non, non, non. La jeunesse, être jeune, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet. Moi, je ne demande pas aux gens de voter forcément pour moi parce que je suis jeune. Non. La jeunesse est une identité objective. Quand on parle de la jeunesse, on voit un certain âge. Alors, je ne peux pas renier cette identité-là parce que j'appartiens à cette catégorie-là des gens. Donc, ça, c'est quelque chose. Mais quand j'invite les gens à voter pour moi, je parle beaucoup plus de mon projet de société. Je parle beaucoup plus de ma vision, de ce que je compte faire pour ce pays. Mon contexte est différent du contexte des autres jeunes dont vous avez parlé. Si vous me parlez du président actuel, il n'est pas devenu président en suivant le même parcours que moi. Non. Son père a été assassiné, on nous l'a imposé. Il a organisé 2 élections, il est président jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout le même contexte. Moi, je choisis de servir mon pays.
je m'investis, j'investis mon énergie, j'investis mon argent, j'investis des montants et... Il a sacrifié sa jeunesse également. Non, écoutez, il y a sacrifice et sacrifice, hein, il y a sacrifice et sacrifice. Vous remettez en cause. Je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais comprenez que nos deux parcours sont très différents, voire opposés. Nos deux parcours sont vraiment opposés. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Peut-être ça nécessitera une autre émission pour entrer dans les détails, mais c'est deux parcours tout à fait différents. Et vous connaissez notre histoire et vous savez très bien de quoi je parle. Quelle était la deuxième question, j'ai oublié? Les 5 premières mesures, une fois élu président de la République, pour le secteur, le domaine de la justice. Et nous avons prévu quelques projets clés dans le domaine de la justice. D'abord, nous avons un principe, nous partons d'un principe. Pour nous, il y a un grand problème. Dans le plan d'urgence, nous avons dit que la justice qui n'est pas délivrée à temps n'est plus justice. Nous avons ces problèmes en République démocratique du Congo. J'ai eu la malchance, j'ai dit malchance, hein, d'aller au parquet parce que j'avais un problème. Et croyez-moi, après 3 semaines, j'étais obligé de retirer mon dossier pour chercher des solutions par d'autres moyens. C'était terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a des procès qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans. La justice n'est pas modernisée, c'est aussi une priorité. Nous devons moderniser la justice, numériser aussi, c'est très important. Les gens doivent être en mesure de suivre certaines choses, même quand ils sont à la maison, mais le système doit être ouvert à tous. Parmi les priorités, nous voulons ouvrir beaucoup plus de parquets dans presque toute la République. L'accès à la justice est un problème chez nous. Lorsque vous arrivez dans des villes comme Kinshasa, c'est la capitale, vous avez un grand nombre, c'est pas que c'est suffisant, mais vous avez un grand nombre quand même des instances de justice. Mais lorsque vous allez dans des provinces et tout, vous allez remarquer qu'il y a un vide énorme côté juridique. Nous aimerions aussi restaurer ce système-là de justice coutumière, c'est très important. Ils peuvent aussi commencer par là, avant même de passer au niveau de l'État. Voilà quelques mesures que nous aimerions prendre une fois que nous sommes élus. Donc tous ces dossiers-là, qui sont dans nos parquets et tout, qui ne sont pas encore résolus, nous aimerions bien que ces dossiers-là deviennent prioritaires pour qu'on puisse les résoudre. La justice doit être délivrée à temps, c'est très important. Merci beaucoup. Ok, Seth Kikuni, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, en un seul mot, qu'est-ce qu'il y a de bon au Congo pour l'instant? Notre jeunesse. C'est une force, c'est un atout, c'est notre avantage. C'est rare hein, d'avoir un pays qui a plus de 45 millions de jeunes sur 80 millions d'habitants. Là, je dis 45 millions, c'est même plus de 50 millions. C'est un atout, un avantage énorme qu'on peut transformer en opportunité économique. Lorsque vous lisez bien notre projet de société, vous allez réaliser que je ne parle même pas trop des ressources naturelles, parce que pour nous, c'est une économie du 19e siècle, c'est dépassé. Moi, je veux d'une République démocratique du Congo qui crée la richesse à partir de sa jeunesse, à partir de ses autres potentiels. Parce que nous avons grandi avec ce discours-là sur les ressources naturelles qui ne sert presque à rien. Ça ne fait qu'endormir la population. Qui dit, nous sommes riches, nous sommes riches, nous sommes riches et nous mourrons pauvres. Pourtant, si nous mettons ces jeunes au travail, si nous commençons à produire, à créer la richesse par d'autres moyens, à travers l'agriculture, les industries manufacturières, l'entrepreneuriat, nous irons beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans ce que nous faisons. Ok, merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Merci de me recevoir. Cette émission a été réalisée avec le concours de toute l'équipe technique. Si vous avez aimé, dites bien merci à la direction générale. Merci de nous avoir tenu compagnie. Portez-vous bien. Bye bye.